Au départ, j'ai travaillé sur une comparaison entre Carl Schmitt et Hans Kelsen. Voilà. Et puis plus récemment, j'ai travaillé sur un texte de Hans Kelsen qui s'appelle en anglais Peace Through Law. Kelsen a écrit beaucoup en allemand, mais ensuite, comme vous savez peut-être, il a dû émigrer aux États-Unis pendant la guerre, parce qu'il était juif, et qu'il était, comme d'autres universitaires juifs, et comme d'autres juifs non universitaires, persécutés en Allemagne et en Autriche. Et donc, il a donc fait une sorte de virage, en quelque sorte, vers les États-Unis et vers des modes de pensée plus américanisés que son premier parcours, disons, autrichien. Pour mémoire, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Hans Kelsen, Kelsen, K-E-L-S-E-N, 1881-1973, voilà. Et Hans Kelsen est surtout connu pour son titre de 1934, la théorie pure du droit. Et donc, il est l'héritier, on va dire, du positivisme juridique, qui essaye de penser une science du droit qui serait indépendante de la politique, et il se détache et il radicalise d'une certaine manière ce positivisme juridique dans ce qu'il est convenu d'appeler, disons, le normativisme, voilà, ou comme il le dit aussi, et comme il l'appellera plus tard, la théorie générale des normes, ou aussi, encore une fois, plus connu sous le titre théorie pure du droit. Pour mémoire aussi, de manière biographique, en 1920, il est rédacteur de la Constitution autrichienne, celle qui existe encore aujourd'hui, et il est notamment le théoricien et le fondateur, on va dire, et un des premiers juges d'une cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la grande idée de Kelsen, enfin une des grandes idées de Kelsen, effectivement, c'est que il faut un contrôle de la légalité des lois. Il faut une instance qui permette, au fond, de contrôler le fait que les lois soient bien légales. Donc, il faut, dans le cadre d'une forme de hiérarchie des normes, créer une instance supérieure aux lois, une cour constitutionnelle qui permette d'en contrôler la validité. Et il était nommé juge à vie de cette cour constitutionnelle en Autriche jusqu'à ce que les circonstances historiques l'amènent à devoir quitter l'Autriche, partir d'abord en Allemagne, puis à Genève, et enfin en 1940 aux États-Unis. Voilà. Et c'est aux États-Unis donc que, en 1944, donc alors que la guerre n'est pas encore finie, il est amené à un certain nombre de réflexions sur les conditions de la paix, les conditions à venir de la paix, les conditions de l'établissement d'une prochaine organisation internationale qui ferait suite à la Société des Nations, dont il constate qu'elle a échoué dans sa mission de prévenir l'émergence de nouveaux conflits, dont il produit d'ailleurs une analyse critique pour essayer de repérer dans son fonctionnement ce qui n'allait pas. Et il pose les bases, donc, dans ce texte, La paix par le droit, il pose les bases théoriques de ce que devrait être une future Ligue permanente pour le maintien de la paix, qui ne s'appelle pas encore l'ONU, mais effectivement qui sera quelques années plus tard, l'année d'après en vérité, fondée, voilà, en ne suivant pas d'ailleurs les conseils de Kelsen, qui n'était pas, partie prenante dans l'organisation même de l'ONU. Le texte qu'il écrit, La paix par le droit, c'est une réflexion, disons personnelle, enfin universitaire, mais qui n'est pas en prise véritablement avec les décisions politico-juridiques qui vont être prises par les décideurs d'après-guerre. Donc au moment où Kelsen écrit ce texte de 1944, il se situe par rapport à la déclaration de Moscou, où les quatre grandes puissances ont reconnu effectivement, je cite, la nécessité d'établir aussitôt que possible, en vue de la paix et de la sécurité internationale, une organisation internationale fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les États pacifiques et ouverte à tous les États, grands et petits. Voilà. Donc Kelsen se saisit de cette expression, l'égalité souveraine, ce principe d'égalité souveraine, et c'est en particulier ça qu'il veut interroger dans son texte dans son texte de 1944, donc La paix par le droit. Alors, à titre préliminaire, je dirais que ce texte, peut-être, il est déconcertant à lire aujourd'hui, un texte de 1944, donc on le lit avec un recul de 80 ans. Il est à la fois peut-être
il peut nous apparaître à la fois, disons, dans un mélange d'actualité et d'anachronisme, d'une certaine manière, avec la distance qu'on peut avoir par rapport à ce texte. Anachronisme parce que au fond, on voit bien que au fond, la conception que Kelsen a de la guerre en 1944, il lui manque certains épisodes, quoi, de ce que nous, la manière dont on va concevoir ce qu'est la guerre. Déjà, il n'a pas connaissance, par exemple, de la solution finale, y compris. Voilà. Il n'a pas connaissance de l'utilisation de la bombe atomique. Voilà. Il a encore moins connaissance d'une perspective comme la guerre contre le terrorisme. Etc. Donc tout ce qui nourrit, nous, notre réflexion et notre imagerie de la guerre, au fond, Kelsen reste sur une conception de la guerre héritée, en vérité, presque plutôt de la Première Guerre mondiale, enfin d'une guerre classique d'État à État et de conditions de la paix qui seraient aussi finalement des conditions de la paix passant par les relations d'État à État. Voilà. Donc, peut-être un anachronisme, en quelque sorte, dans quelque chose d'assez, disons, une conception assez apodictique, de prendre la question de la paix. Benjamin parlait tout à l'heure de la constitutionnalisation de l'ordre international. Bon, je ne dis pas que c'est une conception qui serait périmée, mais en tout cas l'idée de créer effectivement une institution internationale qui, par le haut, pourrait réguler la paix n'est pas un souci qui est étranger à Kelsen, même si Kelsen prend tout de suite des précautions en disant, c'est pratiquement une des premières phrases du texte, la société des nations c'était certainement trop peu, puisque c'était pas assez intégré, mais le rêve d'un État mondial est certainement trop. Donc il ne s'agit pas pour Kelsen de penser vraiment à un État mondial, même si cette pensée de l'État mondial reste quand même son horizon. Demander un État mondial aujourd'hui et maintenant, c'est trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il considérait que ce n'est pas au fond la bonne formule. Et donc à la fois peut-être anachronisme de ce texte, en vérité peut-être anachronisme de ce texte dès 1944, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien sans doute que le texte de Kelsen, les propositions de Kelsen n'ont pas été retenues pour la fondation de l'ONU, et que d'une certaine manière son texte apparaissait déjà comme en décalage, peut-être trop en décalage par rapport à la réelle politique. Et en même temps, par un jeu de double négation, cet anachronisme de Kelsen en son temps même fait peut-être qu'il est encore actuel en quelque sorte dans son inactualité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a encore des choses à nous proposer, à nous faire réfléchir sur ce qu'elles pourraient être les conditions d'une paix par le droit. Paix par le droit, d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de réfléchir de manière un peu abstraite sur cette belle expression, la paix par le droit. Qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle laisse entendre, quel imaginaire est-ce qu'elle véhicule. On entend bien que ce serait le contraire de la paix par la force. On entend bien qu'il y aurait d'un côté une certaine verticalité de la paix par la force qui serait, au fond, la fin des conflits manifestes, mais par l'exercice d'un pouvoir d'une sorte de léviathan, mais qui ne serait même pas nécessairement représentatif d'un état de droit justement international, mais simplement qui établirait par la force, c'est-à-dire au fond par l'exercice d'une violence supérieure, mais qui aurait peut-être le mérite de ne rester que latente, qu'elle n'aurait même plus à s'exercer, qui mettrait fin au conflit manifeste, au conflit et à l'éclatement des conflits. Et ça, ce serait, disons, la paix par la force, peut-être une expression qui ne peut valoir que ironiquement. C'est-à-dire que c'est plutôt c'est l'absence de conflit manifeste par l'exercice finalement d'une violence d'un type supérieur, et alors à laquelle on opposerait de ce fait la paix par le droit selon un modèle, je dirais, horizontal en quelque sorte, comme si les relations inter-étatiques ou inter-individuelles se régulaient les unes par les autres par un jeu de conventions, sans doute par un intérêt mutuel à atténuer l'exercice des violences entre les acteurs.
et comme si, disons, la paix par le droit, il me semble qu'on entend quelque chose comme, au fond, un peu comme peut-être une forme de pensée magique dans laquelle le langage opérerait directement sur le réel, et comme si une sorte de superstructure langagière, discursive, qui serait le droit, pourrait imposer sa forme aux relations humaines, et par là même empêcher les violences qui seraient soumises en fait à la puissance du langage, qui lui-même serait une force de neutralisation de l'exercice factuel des violences, comme si les normes, en quelque sorte, pouvaient œuvrer sur les faits, au lieu que ce soit simplement le fait vertical de l'exercice de la puissance qui atténuait les violences interindividuelles. Alors, Kelsen n'est pas, contrairement à parfois la lecture qu'on en fait, Kelsen n'est pas naïf par rapport à cette puissance du droit, ou par rapport à cette impuissance du droit. Et plus exactement, Kelsen, en fait, après avoir opposé la formule la paix par le droit et la paix par la force, dit aussitôt, en fait, le droit, c'est bien un ordre coercitif. Donc le droit, ce n'est jamais que l'organisation, une certaine organisation de la force, autant que possible, mais pas nécessairement à partir d'une certaine centralisation de l'exercice de la force, selon la formule, au fond, weberienne du monopole de l'exercice de la puissance légitime, de la violence légitime, pardon. Au fond, Kelsen a bien en tête que mettre en place une organisation juridique, ce n'est pas neutraliser tout exercice de la force, mais bien organiser l'exercice de la puissance de telle sorte qu'elle puisse mettre fin à un certain type de conflit, au risque non évitable d'une forme de tyrannie ou d'une forme d'abus de pouvoir de la part de ceux-là même qui sont censés fonder le système dans sa force. Mais ça, c'est au fond inévitable. Dans un premier temps, ce n'est pas tellement la question qu'il se pose. Dans un premier temps, la question qui se pose, c'est peut-on amener les États à un traité? Peut-on les amener à se mettre d'accord sur justement une organisation interétatique qui les amènerait d'une manière ou d'une autre à relativiser leurs revendications de souveraineté. Comme j'ai dit tout à l'heure, la déclaration de Moscou finalement porte la phraséologie d'égalité souveraine, et Kelsen va bien identifier que dire voilà, la charte à venir doit respecter l'égalité souveraine, c'est une manière en quelque sorte de flatter les États en leur disant qu'ils ne vont pas renoncer, ils ne vont pas devoir renoncer complètement à leur souveraineté, et donc ils ne vont pas devoir se soumettre à une instance supranationale dans laquelle ils commettraient ce que Kelsen lui-même qualifie de state suicide, suicide étatique. Donc non, on ne va pas demander aux États un suicide étatique, ça serait trop demandé, mais il faut trouver le moyen, malgré tout, qu'ils acceptent une forme de relativisation de leur souveraineté, et pour précisément soumettre d'une manière ou d'une autre l'exercice, ce monopole de la violence légitime, ils acceptent en quelque sorte d'y renoncer malgré tout d'une certaine façon, de telle sorte que puisse être mise en place une structure juridique qui régule la tentation de leur violence mutuelle. Pour caractériser peut-être le style de Kelsen et la réception de son texte,
Je voudrais citer un article de David Kennedy, un des représentants contemporains américains des Critical Legal Studies, qui a écrit à propos de Kelsen un article qui s'intitule The International Style in Post-War Law and Policy, donc le style international dans la politique et dans le droit d'après-guerre. Et David Kennedy suit les mutations de la pensée internationaliste entre les années 40 et les années 80, et notamment en proposant une lecture opposée, une lecture comparative de Kelsen d'un côté et de John Jackson de l'autre. John Jackson, qui était un des architectes de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et qui était spécialiste de droit économique international, et qui, donc dans les années 80, est l'auteur d'un ouvrage sur le système du commerce international. Et donc ce que David Kennedy analyse ici, c'est le contraste entre deux styles dans le traitement et deux époques, d'une certaine manière, dans le traitement des relations internationales et du droit international. C'est ce style kelsenien qu'il caractérise de métropolitain, par opposition au style de Jackson qu'il caractérise comme cosmopolitain. Juste, je voudrais faire ça me paraît assez intéressant et stimulant comme lecture de ce qu'est justement de la physionomie générale, on va dire, de Kelsen, et aussi d'une certaine évolution, bon, encore datée, mais du droit international, et de ce virage entre les années 40 et les années 80, on va dire, contre le droit, en gros contre le droit international public et au profit de quelque chose comme le droit international privé, ou en tout cas contre les mirages d'un droit international public qui, encore une fois, serait capable de régler par le haut les conflits, au profit de lectures, disons, transnationales, plutôt qu'internationales ou supranationales, des forces économiques qui sont à l'œuvre, avec l'idée qu'au fond, régler les conflits entre les États, c'est d'abord peut-être permettre une certaine régulation du commerce international. Bon, alors, le débat est lui-même daté, hein, puisque peut-être qu'aujourd'hui, après le 11 septembre, mais aussi après, dans les circonstances qui sont les circonstances actuelles, que je ne rappelle pas, on est revenu peut-être sur des problématiques de droit international public beaucoup plus classiques, même presque de manière un peu étonnante, sûrement de manière étonnante. Mais voilà. Alors en tout cas, ce style métropolitain de Kelsen, voilà comment David Kennedy le caractérise. Il vit, je cite, dans un espace conceptuellement délimité, organisé selon les niveaux, plans ou sphères interconnectés de l'international et du national, reliés les uns aux autres en tant qu'arènes juridictionnelles pour le développement et la mise en œuvre de politiques publiques. Ce métropolitain se situe lui-même du côté de l'international, se préoccupe des mécanismes, conditions, occasions d'intervention au niveau national. Malgré sa prise de position répétée contre la souveraineté, il travaille au renouveau de la souveraineté, même si c'est au niveau international. Au niveau rhétorique, malgré la revendication caractéristique d'une orientation vers la pratique, le métropolitain reste orienté vers des enjeux et des problèmes théoriques. Il est préoccupé de gouvernement et d'administration. Il appelle l'intelligentsia à un engagement personnel dans le service public, avec une orientation internationale. Donc Kennedy appelle ça métropolitain, on pourrait dire c'est un style, on va dire, publiciste. C'est un publiciste, c'est-à-dire, au fond, il faut travailler à l'émergence d'une forme d'espace public international dans lequel aurait lieu un droit public international qui pose la question, évidemment, de l'analogie, sans doute mutatis mutandis, mais de l'analogie entre le droit interne en tant que droit public et droit constitutionnel, et puis un droit international qui, au bout du compte, sera quand même pensé dans les termes de la publicité internationale, même si il faudra sans doute penser une adaptation spécifique. Ce sera d'ailleurs, je crois, le thème d'un des exposés demain à propos de Kant, la pertinence de l'analogie entre droit interne, droit international
Voilà. Donc, voilà. À l'inverse, donc le style, c'est toujours à titre ici préliminaire, et je vais arriver au texte de Kelsen, mais à l'inverse, le style cosmopolite, je cite là encore Kennedy, caractérise ceux qui sont associés au droit international économique et des affaires, prônant l'interpénétration du public et du privé, ce qui déclenche une guerre du privé contre le public et de la société contre l'État. Le politologue cosmopolite, travaillant souvent côte à côte avec ses collègues métropolitains, vit dans un monde beaucoup plus fluide à l'extérieur, ou peut-être au-delà, de nettes délimitations juridictionnelles de l'autorité publique. Il se préoccupe d'utiliser les acteurs publics et privés pour appréhender les forces complexes, publiques, privées, gouvernementales et commerciales, qui constituent le marché international. Son objectif est moins le renforcement d'un ordre international que l'extension d'un esprit vigoureusement libéral. Alors, ce n'est pas du marxisme, mais là, parce que c'est même du libéralisme pur et dur, mais c'est l'idée qu'on ne peut pas penser, disons, la politique, et a fortiori la politique internationale, sans prendre en compte un champ de force proprement économique qui éclaire la réalité des relations d'apparence publique entre les États et qui, en fait, nécessite d'autres outils d'analyse que de penser simplement la guerre et la paix en termes militaires et diplomatiques. Et tout ça pour expliquer aussi que dans la réception de Kelsen, déjà dans les années 40, Kelsen, d'une certaine manière, apparaissait comme le tenant de cette pensée publiciste un peu vieille Europe, qui a sans doute contribué à ce que finalement la carrière de Kelsen aux États-Unis ne soit pas celle dont il avait rêvé, puisqu'on lui a préféré d'autres universitaires à Harvard, et qu'il a fait sa carrière à Berkeley, ce qui est pas mal aussi, mais en tout cas, il aurait voulu certainement être encore plus en vue. Alors donc, pour reprendre le texte de Kelsen lui-même, il faut au fond, ce texte, d'une certaine manière, est contraire, enfin comment dire, le texte que je viens de dire de David Kennedy sur ce style métropolitain de Kelsen n'est pas en fait une critique. Enfin, et dans son article, dans l'article que j'ai cité, Kennedy va justement au contraire dire en fait Kelsen était peut-être trop en avance sur son temps plutôt qu'en retard, contrairement à ce qu'on a pu lui reprocher. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kelsen avait un souci de réalisme politique dans une époque où il y avait une forme de concurrence au réalisme politique. Justement, l'école des relations internationales se développe à l'université comme champ d'étude de la réelle politique, se démarquant d'un droit international qui apparaît comme trop idéaliste, etc. Et à l'intérieur même des études de relations internationales, une seconde génération va se démarquer de la première, justement en considérant que la première génération a été trop idéaliste et qu'il faut une deuxième génération qui soit plus réaliste. Enfin, donc il y a une course au réalisme pour essayer de penser le réalisme des relations internationales dans le rapport de force, dans la réalité de leur rapport de force qui se joue au niveau politique, militaire ou même économique. Et par rapport auquel le fait de réfléchir abstraitement sur les institutions internationales peut paraître marqué du sceau d'un idéalisme un peu naïf qui finalement ne va pas réussir à prévenir grand-chose, de la même manière que la Société des Nations n'a pas réussi à prévenir la Deuxième Guerre mondiale, de la même manière l'ONU, voilà, et au fond, les critiques aujourd'hui qu'on peut entendre de l'ONU se nourrissent toujours de ce type de discours sur le fait qu'au fond, le droit international effectivement est une superstructure qui ne régule pas suffisamment, en tout cas, qui régule sans doute des choses, mais dont on voit bien qu'elle ne suffit pas à pacifier le monde. En tout cas, Kelsen se réclame d'un certain réalisme politique. Et il dit, au fond, il faut ruser. Voilà. Au fond, il faut des ruses pour parler aux États, le discours qui va leur permettre, je reprends le fil de ce que je disais tout à l'heure, qui va leur permettre de renoncer à une partie de leur souveraineté ou sans avoir l'impression d'y renoncer véritablement. Et donc le texte de Kelsen va se dérouler, quand je dis le texte de Kelsen, je veux dire la stratégie de Kelsen pour essayer justement de construire
une institution internationale, une organisation internationale qui aurait une puissance régulatrice, se développe sur deux volets. D'une part, l'idée de construire une juridiction, une cour internationale de justice à juridiction obligatoire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au fond, les États acceptent de se soumettre à une cour de justice dont les décisions ne seraient pas simplement comme ça des déclarations d'intention, mais auraient un caractère obligatoire. Et donc, l'institution que Kelsen met au centre finalement de l'organisation mondiale à venir, c'est une cour de justice internationale, c'est un tribunal. On reconnaît une forme d'analogie avec sa pensée constitutionnaliste, puisque j'ai dit tout à l'heure que effectivement la grande œuvre de Kelsen en tant que constitutionnaliste, eh bien, c'était la Cour constitutionnelle autrichienne, de placer une instance de type judiciaire au cœur finalement de l'institution politique pour que un corps plus ou moins neutre de juges puisse juger les décisions politiques. Donc au niveau international, on retrouve finalement de manière analogique cette idée de placer au cœur de la vie internationale un tribunal. Et puis d'autre part, il faudrait penser la responsabilité internationale des individus. Alors aujourd'hui, nous sommes familiers avec ce fait, c'est-à-dire avec l'idée qu'il existe un tribunal pénal international et que les individus peuvent être justiciables sur la scène internationale. Mais en 1944, ce n'est pas le cas, et la doctrine juridique veut que seuls les États soient des sujets de droit international. Et donc l'idée d'ériger les individus en sujets du droit international, même si ça a eu une histoire, d'une certaine manière, l'exposé sur Bentham nous rappelle que justement Bentham refuse ce que je disais à l'instant, refuse de considérer la personnalité morale des États, mais il considère à chaque fois les individus. Au fond, c'est toujours des individus, ce sont toujours des individus qui agissent. Voilà, Kelsen est tout à fait dans cette perspective, même s'il accorderait une personnalité morale aux États, mais il y a aussi des individus. Et au fond, au bout du compte, ce sont quand même des individus qui agissent. Et donc, on doit pouvoir construire une personnalité juridique internationale pour les individus eux-mêmes. Voilà. Et la combinaison de ces deux aspects, un tribunal auquel les États accepteraient de se soumettre et la criminalisation possible, l'incrimination possible des individus et non pas des États en tant que tels, créerait un dispositif, selon Kelsen, qui serait capable qui serait optimal, on va dire, pour réguler les conflits, quand bien même il ne pourrait jamais garantir la fin des conflits. C'est évidemment, en fait, au-delà d'une quelconque théorie juridique. Et la théorie pure du droit, finalement, c'est aussi ce qu'elle dit dans sa pureté. Sa pureté est une revendication scientifique, mais c'est aussi l'aveu du fait qu'elle n'est pas politique, elle n'est pas politique juridique, et donc elle n'est pas décisionnaire, et elle ne va jamais se substituer à la mauvaise foi des gouvernants ou à la mauvaise foi des États lorsqu'ils veulent faire la guerre et qu'ils vont se saisir de n'importe quel prétexte pour la faire, juridique ou pas juridique. Alors si je prends le premier point, donc une juridiction obligatoire, donc la création d'une juridiction obligatoire, donc une judiciarisation obligatoire, mais qui crée donc une juridiction obligatoire. Elle apparaît en fait, donc, comme je te disais à l'instant, comme une stratégie. Kelsen lui-même parle d'un point de vue stratégique, une stratégie contre le souverainisme. Et même si donc créer un État mondial, créer un gouvernement mondial donc n'est pas possible, on peut viser un mode de centralisation moins parfait en disant on va pas parler de fédération mondiale, parce que ça fait peur à tout le monde. On va plutôt parler d'une agence administrative. Voilà.
une agence administrative qui serait chargée de coordonner les forces armées des États membres. Et cette agence administrative, il faudrait que ces décisions ne nécessitent pas l'unanimité. Parce que ça a été le point d'achoppement de la Société des Nations, savoir que les décisions devaient être prises à l'unanimité. Donc du coup, ça bloquait les décisions. Donc comment faire pour avoir une instance, pour faire accepter une instance? On va d'abord l'appeler administrative, ensuite on va dire, bon, ces décisions, mais on va dire, mais du coup, il faudrait que ça ne nécessite pas l'unanimité. Et en fait, Kelsen dit, en fait, il y a un type d'institution pour lesquelles les États sont d'accord pour décider par vote à la majorité et non pas à l'unanimité. Ce sont les cours de justice. Il en existe déjà. Et dans le fonctionnement institutionnel des cours de justice, justement, on n'a jamais réclamé l'unanimité. Donc les cours de justice serait ce que Kelsen appelle d'une formule que je trouve évocatrice, la ligne de moindre résistance. Voilà. La ligne de moindre résistance des souverainetés qui ferait qu'un accord serait possible autour d'un tribunal de telle sorte que finalement on puisse décider par vote. Au fond, évidemment, il y a des limites en quelque sorte à cette Cour de justice. Et effectivement, Kelsen n'ignore pas qu'il y aura toujours, d'une certaine manière, il fera toujours appel à ce qu'on pourrait appeler une sorte de politique de la bonne volonté. Le droit, ici, quand il parle de paix par le droit, encore une fois, le droit ne peut jamais, en tant que tel, verrouiller les situations de telle sorte que les États ne décident pas de faire la guerre. Et la théorie pure du droit, on le lui reproche parfois, la théorie pure du droit n'offre pas de solution miracle au problème de la guerre. Mais elle permet de faire apparaître comment s'organisent les décisions des uns et des autres. Elle permet justement que personne ne puisse utiliser le droit pour justifier des décisions de mauvaise foi. Elle permet d'une certaine manière de dire qu'au fond, de renvoyer les États et de lire les responsabilités des uns et des autres et de dire aux États qu'au fond, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Et que s'ils veulent la paix, s'ils veulent de bonne foi la paix, voilà l'instrument qui peut leur être donné si ils sont prêts à l'utiliser. C'est ça la logique de Kelsen. Elle renvoie les États à leurs responsabilités, enfin les États et les chefs d'État à leurs responsabilités, en disant, moi, en tant que juriste, en tant que théoricien, je produis sur le plan théorique le modèle d'une institution qui fonctionnera pour les États, qui fonctionnerait si les États sont de bonne volonté. Quant à savoir s'ils ne sont pas de bonne volonté, là, le droit n'y peut rien et n'y pourra rien, surtout si ce sont les États qui, effectivement, dont la force soutient le système. Voilà. Donc, Kelsen dit, l'établissement d'une juridiction obligatoire qui fait encore un pas de plus n'abolit pas l'égalité souveraine des États au sens habituel de cette expression. Elle met seulement fin à la possibilité que certains différends restent sans solution et demeurent ainsi un danger permanent pour la paix. Donc, ici, il ne le précise pas, mais voilà, certains différends pourront être réglés, ceux pour lesquels les États se mettront d'accord pour les régler. Il permettra de créer une communauté juridique et non pas une communauté politique. Une des questions centrales aussi, ça va être la question de la représentation des États au sein de cette Cour. Et au nom de leur souveraineté, les États sont réticents à se considérer comme représentés. Et donc, Kelsen entreprend une discussion autour de cette notion de représentation
Une discussion qui enchaîne d'ailleurs avec une discussion avec Schmitt, avec Carl Schmitt, qui a, dans sa propre critique, en particulier de la Société des Nations, avait proposé deux concepts de représentation adverses, en allemand Stellvertretung et Repräsentation. Autrement dit, alors Stellvertretung, ce serait, disons, la représentation reflet, et Repräsentation, la représentation constitutive ou constitution. Le problème dans le premier cas, la Stellvertretung, c'est qu'au fond, ce qui est représenté, ce n'est que l'institution ne fait que refléter les divisions potentiellement des membres qui sont représentés. Donc, de ce point de vue-là, elle ne permet pas de surmonter ou d'abolir ces divisions en se constituant en un corps qui façonnerait en quelque sorte une communauté. Le danger étant que si elles se façonnent en un tel corps, elles deviennent une puissance à part qui serait comme, sinon un autre État, en tout cas une force à côté des autres États qui représenterait simplement une autre force. Donc, quelle est la solution du problème? Schmitt ne le dit pas, quoique il a en tête un certain modèle qui est la papauté par rapport dans le cadre du christianisme. Donc, bon, je laisse ça de côté. Mais en tout cas, voilà, la papauté a une puissance de représentation. 5 minutes? Mais je viens de commencer. C'est vrai, 5 minutes? Tu peux en prendre 10. D'accord. Non, mais je tiens pas, mais d'accord. Bon, alors, ok. Non, mais on a compté large, on a une grande pause, donc si tu veux. Oui, non, mais je tiens pas non plus à vous assommer avec mon discours, mais j'avais vraiment l'impression que je venais de commencer. Alors, donc je vais aller droit à l'essentiel. Alors, bon, donc voilà. Donc, en tout cas, il y a cette question de représentation et Kelsen a fait un développement sur le fait que de manière paradoxale, il y aurait une certaine indépendance. Il a un texte assez lyrique d'ailleurs sur ces juges internationaux. Et on sent qu'il y a un affect très personnel dans ces juges internationaux. Il se projette lui-même sûrement comme un des futurs juges de cette cour internationale. Qui seraient des hommes intègres et pas soumis aux exigences de leurs propres États, et que donc finalement l'indépendance des juges effectivement serait la solution qui permettrait aux États de se donner un organe qui leur serait extérieur, mais dans lesquels en quelque sorte serait présente symboliquement la communauté internationale. Alors le deuxième volet, c'est donc la responsabilité individuelle en droit international, et Kelsen va devoir résoudre le problème donc de comment justifier au fond que des individus puissent être pénalement responsables et traités comme sujets directs du droit international. Et je vais aller droit à la solution, c'est qu'au fond, pour Kelsen, il n'y a pas de problème, puisque comme il est positiviste, au fond, le positivisme juridique signifie qu'au fond, en droit, le droit ne fait que, comment dire, n'est qu'une convention dans laquelle les hommes se donnent le droit dont ils ont besoin pour réguler les situations qu'ils ont besoin de réguler. Donc, caractériser les individus comme sujets de droit international, c'est possible, c'est une décision qui doit être prise, qui nécessite un traité entre les États existants, mais cette responsabilité, elle peut être construite juridiquement. Il y a un petit aspect aussi théorique qui peut poser problème, c'est le problème d'avoir des normes rétroactives, un problème qui va aussi se poser et que Kelsen sur lequel va réfléchir à propos du tribunal de Nuremberg. Est-ce qu'on peut juger, puisque c'est ça la question qui se pose ici concrètement, c'est est-ce qu'on va pouvoir juger les fauteurs de guerre, les déclencheurs, les gouvernants qui ont déclenché la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il n'existait pas à proprement parler un crime d'entrée en guerre. Quoique, Kelsen dit on avait quand même le pacte Briand-Kellogg de 1928 qui donnait un fondement juridique
au fait qu'il y avait une faute d'entrée en guerre. Mais elle concernait a priori les États et non pas des individus. Donc il y a quand même un problème de rétroactivité, d'une loi à effet rétroactif qui contrevient au principe fondamental du droit pénal, nullum crimen nulla poena sine lege, c'est-à-dire pas de crime, pas de peine, s'il n'existe pas une loi préalable. Alors là aussi, il y a une argumentation assez amusante de Kelsen qui consiste à dire, en fait, si on fait un peu, en droit, on fait un peu ce qu'on veut, surtout quand il y a des fautes aussi énormes que ce déclenchement. Bon, évidemment, c'est un peu trivial quand je dis ça, mais en fait, là, c'est quand même finalement ce à quoi aboutit Kelsen, à savoir que le positivisme juridique permet de construire des lois à effet rétroactif, en particulier dans le champ du droit international particulier, c'est-à-dire si on se donne un traité qui le décide. Et alors, donc, de ce point de vue-là, Kelsen sera très critique d'ailleurs du tribunal de Nuremberg, non pas sur le fait qu'il ait utilisé des lois rétroactives, mais sur le fait qu'il ait été un tribunal de vainqueurs sur les vaincus et non pas un tribunal qui aurait pu servir de précédent pour une juridiction internationale, parce qu'il aurait effectivement traité à égalité l'ensemble des criminels de guerre, y compris dans le camp des vainqueurs et celui des vaincus. Donc Kelsen a cette phrase assez incendiaire en disant espérons qu'il n'y ait pas un tel précédent si le tribunal de Nuremberg doit être un précédent. Voilà. Alors je finis alors j'avais dit que je citerais Isabelle Delplat quand même, je vais le faire rapidement, sur le fait que dans une certaine mesure, quelle a été la fortune de ce texte de Kelsen. Donc en fait, dans un premier temps, ce texte de Kelsen sur ce tribunal, au fond, la perspective d'un tribunal pénal international n'a pas été retenue dans les institutions de l'ONU. Et d'une certaine manière n'a pas été, même ensuite quand des juridictions pénales internationales ont été créées, n'a pas forcément servi de modèle, ce modèle trop vertical, trop publiciste, ayant laissé lieu à des modèles mixtes, de juridictions mixtes, à la fois internationales et nationales, dans ce que tu as appelé un retour cosmopolitique à l'État, à propos des règlements des crimes de guerre en ex-Yougoslavie, un retour cosmopolitique à l'État, c'est-à-dire la nécessité finalement que ça soit dans l'État, avec des conditions qui soient intelligibles par les différents acteurs des conflits, les victimes et les criminels, que tu dis une société politique ne se construit que dans un contexte international, mais par rapport à des structures sociales antérieures. Donc pour prendre en compte, pour que ce soit une verticalité comme ça, cosmopolitique, internationaliste, qui tombe d'en haut sur des situations qui sont situées culturellement et politiquement et socialement. On a eu des tribunaux mixtes, même si, cela dit, Kelsen finalement était effectivement en avance sur son temps, puisque a été créé un tribunal pénal international qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, mais en tout cas, il est une institution incontournable et extrêmement importante dans la représentation que nous avons maintenant du droit international et effectivement des règlements des conflits. Et juste pour finir, je dirais que au fond, Kelsen pourrait apparaître finalement, lui qui a été traité de métropolitain par David Kennedy, au fond comme partisan d'un certain droit cosmopolitique, c'est-à-dire artisan de cette reconnaissance des individus comme sujet du droit international. Mais en vérité, il me paraît plus important de souligner que finalement ce que Kelsen a en tête, ce qui est sous-jacent finalement chez Kelsen de manière très kantienne d'une certaine manière, c'est la structure interétatique, à savoir que finalement ce que Kelsen, à travers son texte, il ne sait pas exactement ce qu'il formule lui-même, mais à travers son texte, ce que Kelsen vise, effectivement, comme le dit Kennedy, c'est une forme de renforcement des souverainetés à l'échelle internationale, à savoir, au fond, de façonner une structure interétatique
qui soit stable, et c'est ça finalement la norme de la paix, j'y reviens quand même un petit peu, la norme de la paix, ce serait déjà d'avoir une cartographie étatique, une cartographie politique qui soit fixe et à laquelle on puisse ne pas, qui ne donne plus lieu à des enjeux, et si on examine un petit peu les conflits actuels, on voit qu'ils ont pour enjeu la cartographie elle-même, le découpage de la carte et l'identité des États eux-mêmes, et au fond, lorsque Kelsen met sur le devant de la scène le jugement des criminels de guerre et des gouvernants, le fait de juger les gouvernants, c'est aussi une manière de ne pas toucher à la carte, de ne pas faire de l'après-guerre le moment d'un redécoupage géographique, géopolitique, et donc de ne pas s'attaquer aux États, laisser les États finalement survivre et se consolider en visant d'abord ceux qui ont été vraiment les fauteurs de troubles, c'est-à-dire au bout du compte des individus.